Mauvaise nouvelle pour l'exécutif, le chômage est orienté à la hausse, quelle que soit d'ailleurs la catégorie, plus 0,5%. Le redressement de l'économie, c'était l'un des espoirs portés par le candidat Emmanuel Macron en 2017. Le résultat commence-t-il à se dessiner un an et demi plus tard? Eh bien, on va en parler avec nos invités. Marc Touati, économiste, président du cabinet Agdefi, et puis on va voir le livre, dernier ouvrage que vous avez écrit, Un monde de bulles. Pierre-Édouard Magnan va nous rejoindre dans quelques instants, délégué fédéral du mouvement des chômeurs et précaires. Et puis sur le plateau, avec nous, François-Xavier Pietri et Julien Arnaud. Voilà, bonjour à vous tous. On va commencer peut-être par ce paradoxe. On crée des emplois en France. Alors on a vu que le chômage continuait d'augmenter, mais on crée des emplois. On va regarder la courbe. En 2017, c'est un rythme de quasiment 100 000 emplois créés par trimestre, sauf au troisième trimestre. En 2018, on constate que ça ralentit un petit peu. Bon, bref, on crée des emplois et paradoxalement, le chômage augmente. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous l'expliquez? En fait, c'est pas paradoxal, c'est simplement le fait que on crée des emplois, mais la population active augmente plus finalement que les créations d'emplois. Donc, on ne crée pas assez d'emplois. Donc, c'est vrai qu'on a eu une petite embellie en 2017, ce qu'on appelait à l'époque l'alignement des planètes. Tout allait bien, on avait finalement un pétrole qui n'était pas cher, l'euro qui n'était pas trop cher non plus, et puis il y avait eu un petit effet Macron également, peut-être on a eu une petite embellie, une petite euphorie. On avait une croissance mondiale qui également était forte, donc tout ça, effectivement, allait dans le bon sens. Et puis malheureusement, en 2018, comme je l'annonçais d'ailleurs, je crois même ici même en début d'année, on a un ralentissement tout à fait logique, puisque le niveau normal de la croissance française, c'est seulement 0,8%. Donc dès qu'on dépasse les 1,5, évidemment, on repart à la baisse, ce qui est le cas cette année, c'est-à-dire que notre croissance, là, elle repart vers 1,5% de croissance. Donc, on voit les chiffres, les créations d'emplois ralentissent assez nettement. Cette année, on aura seulement peut-être 100 000 créations d'emplois. C'est bien, mais c'est insuffisant pour absorber effectivement les entrées donc sur le marché du travail. Donc c'est pourquoi ce taux de chômage augmente. Et malheureusement, je ne veux pas noircir le tableau, mais ça risque de continuer puisque il faut bien comprendre que le chômage est une variable retardée de l'activité. Donc quand on a un ralentissement, ce qui est le cas aujourd'hui, ce qui va se prolonger malheureusement au moins jusqu'à la fin de l'année, voire l'année prochaine si la crise italienne se prolonge, alors là le chômage continuera d'augmenter malheureusement fin 2018 et aussi en 2019. Alors François-Xavier, c'est la faute à la croissance qui patine un peu? Il y a un autre facteur aussi qui est très technique et qui est très simple, c'est la baisse des emplois aidés. Il faudrait quand même juste rappeler que cette année, le gouvernement prévoit à peu près 150 000 emplois aidés. L'an dernier, c'était 320 000, donc ça fait quand même 2 fois moins. Il y a quelques années, on était pratiquement monté jusqu'à 500 000, donc ça a un impact immédiat et évidemment très, factuel et technique sur le chômage. C'est-à-dire que quand vous avez quand même 100 ou 200 000 emplois aidés de moins, ça a un impact sur l'emploi. C'est assez logique. Je pense que ce qui est intéressant, c'est juste par rapport aux emplois aidés, c'est vrai que on a vu le chômage effectivement, donc avec hors emplois aidés qui continue d'augmenter. Maintenant, tous les taux de chômeurs, toutes les catégories de chômeurs continuent d'augmenter. Donc c'est-à-dire sans aucune activité, puis les B, les C, les D. Malheureusement, ça n'aide pas. Oui, il y a une tendance lourde de fond. Pierre-Édouard Magnan nous a rejoint. Je rappelle que vous êtes délégué fédéral du mouvement des chômeurs et précaires. Bonjour. On vient d'avoir une explication technique d'éminents économistes. Vous le ressentez comment, vous, ce chiffre? On le ressent sans grand étonnement. D'abord, ça fait des années qu'il y a un petit phénomène de yo-yo. Je dis petit phénomène de yo-yo, parce que si on était du yo-yo entre 15 et 2%, on serait content. Le yo-yo est à 2%, c'est un yo-yo très très faible. Et en plus, c'est un yo-yo de vase communicant. C'est-à-dire qu'en général, quand vous avez la A qui se tasse un peu, vous avez la B et la C qui augmentent, et inversement. C'est-à-dire qu'en gros, on remplace de temps en temps un peu de chômage à temps plein, vous me pardonnerez l'expression, par un peu de précarité à temps partiel, et réciproquement. Donc le fond du problème, c'est qu'il n'y a pas, alors après on peut rentrer dans des tas d'explications, il n'y a pas d'emploi aujourd'hui pour tout le monde. Sur le phénomène des emplois aidés, c'est un fait. Entre nous, on se demande s'il ne valait pas mieux 170 000 emplois aidés de plus que 170 000 chômeurs de plus, parce qu'un emploi aidé est quand même quelqu'un qui produit, qui travaille. Je veux dire, c'est 170 000 personnes de plus qui ne sont pas en emploi, ce qui est en soi un drame. Il faut aussi le dire, c'est aussi 170 000 personnes qui intervenaient majoritairement sur le champ social et dans le secteur associatif et qui n'interviennent plus aujourd'hui. Donc, non seulement on a créé plus de chômeurs, mais on a créé aussi moins de capacité de les accueillir, de les structurer. Je parlais en tant que fédération d'associations, mais nous ne sommes pas la plus grosse fédération de France, nous ne sommes pas la plus concernée de France, mais c'est aussi un véritable problème, puisque derrière, on sait bien que les emplois aidés étaient un soutien aussi au secteur associatif, donc c'est aussi un effet boule de neige, mais il n'y a pas de surprise majeure, il n'y a aucune raison que
est-ce que le chômage baisse de manière structurelle? Parce qu'au fond, l'économie ne va pas si mal que ça, avec plusieurs millions de chômeurs. Donc on ne voit pas pourquoi les choses devraient s'inverser. Il n'y a pas de nécessité économique absolue. Que ça, vous faites référence à quoi? J'ai envie de dire, globalement, les gens qui gagnent de l'argent en gagnent toujours autant, voire plus. Ah, d'accord, oui. Globalement, les gens qui possèdent du capital s'enrichissent de plus en plus. Globalement, les taux sont toujours très bas. Globalement, les marchés d'actions et d'obligations se portent très bien. C'est en train de changer, justement, tout ça. Alors, Donc, voilà, je ne souhaite le malheur de personne. Mais ce que je veux dire, c'est que les grands indicateurs, ceux et celles qui ont toujours autant, voire plus, ceux qui ont moins le moins, en fait, ce que ça traduit surtout, c'est une hausse croissante des inégalités qui reste le fond du problème dans notre société en général. Alors, Julien Arnaud, il y a aussi un aspect politique, parce que tout à l'heure, on faisait un débat sur la sécurité, on s'interrogeait sur Emmanuel Macron. Ce n'était pas forcément dans son ADN. Enfin, on n'attendait pas Emmanuel Macron forcément sur la sécurité. Par contre, sur l'économie, là, il y avait une attente forte. Ça peut laisser des traces, ce qui était en train de se passer. L'attente des Français sur le plan économique est extrêmement grande à l'égard du chef de l'État, d'Emmanuel Macron. Et puis difficile d'oublier Emmanuel Macron, ministre de l'économie et des finances, Bercy 2014-2016. Donc il y a toujours aussi cette image qui lui colle à la peau. On l'a vu pendant la campagne présidentielle, beaucoup de discours, beaucoup de tonalités économiques de la part d'Emmanuel Macron. Et ce n'est pas anodin si une des lois où on a essayé de mettre le paquet dessus, où Bruno Le Maire, l'actuel ministre, c'est la loi Pacte, là, qui a été, il y a eu un service après-vente, avant-vente aussi, après-vente sur cette loi très fort. Donc on met l'accent sur ce domaine économique. Mais déjà, il y a un certain nombre d'incertitudes. On en parlait ici même hier. C'est rien que Ascoval, par exemple, on dit « Ah tiens, voilà, ces emplois de 180 salariés, 1000 sous-traitants, on peut se dire, ça commence déjà, ça marque pas. » Ce sondage Opinionway où déjà des patrons doutaient, il y avait cette confiance qui se délitait entre Emmanuel Macron et les patrons. Donc il y a aussi cette petite musique qui est en train de monter et qui alerte notamment à l'Élysée, Bercy qui redouble d'efforts et puis certains députés aussi qui se disent il va falloir se retrousser les manches et mettre les bouchées doubles sur cet aspect économique car on a vendu quelque chose, on a promis un objet, un produit, il va falloir qu'il ce produit soit là. C'est-à-dire ça peut marcher, ces promesses. C'est-à-dire qu'en fait on se rend compte que ce qui a été mis en place, il y a un problème, si je puis dire, de délivrance d'une certaine façon. C'est-à-dire que les lois travail qui étaient censées fluidifier le marché du travail, créer de l'emploi à terme, on attend quand même toujours les résultats. Le plan de formation professionnelle qui était censé résoudre un des énormes problèmes aujourd'hui qui est celui de la formation. On attend toujours les résultats. On voit aujourd'hui des entreprises qui veulent embaucher, pour certaines d'entre elles sont très nombreuses, et qui disent qu'elles n'y arrivent pas pour des problèmes de qualification, pour des problèmes de spécialisation. Donc on voit qu'il y a un ensemble de problèmes comme ça qui sont en train de s'agglomérer, alors qu'en même temps, la croissance est un peu moins là, le reste est un peu moins là. En même temps. Donc tout ça se dégrade. En même temps. Je pense que le vrai drame est là, c'est qu'en fait, et je pense que l'erreur du quinquennat, ça sera, et d'ailleurs je l'avais dit à M. Macron avant qu'il soit président, ça a été la hausse de la CSG. Parce que le problème numéro 1 aujourd'hui, il est là, c'est que finalement, on a promis aux Français qu'on aurait moins d'impôts, mais d'un point de vue global, et ce n'est pas le cas. Alors effectivement, on a baissé ici, mais on a réaugmenté là. Donc finalement, ce qu'on appelle la pression fiscale globale, le taux des prélèvements obligatoires, ne baisse pas, nous sommes toujours numéro 2 mondial, derrière le Danemark. Je rappelle le montant, 1000 milliards d'euros de prélèvements obligatoires en 2018, oui, mais ça va continuer à augmenter. Exactement, donc c'est là où il y a eu effectivement peut-être une petite tromperie sur la marchandise. Mais néanmoins, l'autre problème également, c'est que nous avons aujourd'hui, à cause de cette augmentation de la pression fiscale, une consommation qui reste faible. Et même les entreprises, il y a eu hier une enquête INSEE, donc auprès des chefs d'entreprise, qui est assez incroyable. Le climat des affaires a fortement baissé hier, donc sur le mois d'octobre. Donc ça montre bien que finalement, là aussi, il y a la confiance qui commence à se déliter. Et donc il faut rester très prudent. Et attention, on n'a pas justement commencé à avoir l'inversion avec ce qui se passe aujourd'hui en Italie, où justement les taux d'intérêt commencent à augmenter, les marchés financiers commencent à s'inquiéter. Donc malheureusement, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines. On révise les taux de croissance pour le 4e trimestre dans la zone euro, ça a été revu à la baisse 0,3%, parce que bon, ça intéresse 1,5% en France, mais il y a aussi la zone euro et l'Europe. On parlait de flexi-sécurité, je vous ai écouté, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment, là c'est aussi bien politique qu'économique, qu'on a eu la flexi, mais la sécurité, on l'attend toujours un petit peu quand même. Au fil des mois, les mois avancent. C'est un peu le cas, et c'est notamment le sujet qui est en ce moment même sur la table, sur les négociations qui sont ouvertes depuis aujourd'hui, d'ailleurs hier, sur l'assurance chômage, avec des éléments qui sont en négociation, des chiffons rouges, la question de la dégressivité sur le chômage, la question des sanctions, qui sont un nombre de choses qui sont sur la table, alors qu'en réalité, ce que les gens attendent aujourd'hui, c'est plus de sécurité, effectivement.
On a donné de la flexibilité aux entreprises avec les lois travail. On les a libérées d'un certain nombre de contraintes. En tout cas, c'était l'intention. Mais en contrepartie, il y avait effectivement l'indemnisation, par exemple, des chômeurs pour tous. Ça a été réduit à peau de chagrin. Il y a le côté sécurité sur le contrat de travail. On n'en voit pas tellement aujourd'hui la couleur. Donc il y a une attente aussi de ce point de vue-là. Bon, on reprend le débat dans quelques instants. Allez, retour à notre débat et cette mauvaise nouvelle pour le gouvernement, chômage en hausse au troisième trimestre, plus 0,5%. Le gouvernement peut-il gagner son pari, remettre l'économie française sur les rails? On continue d'en débattre avec Marc Touati, économiste, Pierre-Édouard Magnan, délégué fédéral du mouvement des chômeurs et précaires, François-Xavier Pétry et Julien Arnaud. Je vous propose de revenir. Allez, c'est pas si vieux, c'est 1 an et demi en arrière. Emmanuel Macron en campagne en 2017, bien sûr, à propos du chômage, voilà ce qu'il déclarait. Le seul grand pays d'Europe qui n'a pas vaincu le chômage de masse. Pour mener ce combat, il faudra relancer l'investissement public et privé. Il faudra plus d'Europe en relançant une dynamique forte. Mais cette dynamique n'existera que si nous savons nous-mêmes conduire nos propres réformes, retrouver notre crédibilité, convaincre nos partenaires que nous sommes dans une aventure commune où ils peuvent nous faire confiance. Je veux d'abord que le travail paye plus, et il paiera plus. Pour cela, tous les travailleurs, qu'ils soient salariés, indépendants ou fonctionnaires, verront leur pouvoir d'achat augmenter. Tous les travailleurs, quel que soit leur statut, leurs conditions, leur situation, gagneront du pouvoir d'achat. Parce que je veux que le travail soit récompensé. Et plus on travaillera, mieux on gagnera sa vie. C'est la clé de cet esprit de responsabilité. Pour être le candidat du travail, je veux aussi que l'accès au travail soit plus facile. Et donc que les employeurs soient encouragés à embaucher. Et donc pour cela, il faut que le coût du travail diminue. Il faut que le coût réel payé par l'employeur diminue. Et donc, à ce titre, je supprimerai le crédit impôt compétitivité emploi pour le remplacer par un allègement de charges dans la durée, pérenne, pour toutes et tous. Voilà, il y avait quelques-unes des recettes concernant le chômage au début de cette démonstration d'Emmanuel Macron. On est en janvier 2017. On retient l'investissement public, privé. Alors, une Europe plus forte, là, par les temps qui courent, on peut vraiment se poser des questions. Réformer le pays, il y a eu des pistes d'avancée. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait que là, la machine s'est grippée? Ça fait mal d'entendre ça quand même un petit peu, parce qu'effectivement, c'était des promesses un petit peu vaines. Alors, encore une fois, c'est vrai qu'on a réduit un petit peu le coût du travail, mais bon, globalement, il faut rappeler que le pouvoir d'achat, il y a deux choses. Si l'inflation augmente dans le même temps, si on augmente les impôts, votre pouvoir d'achat, finalement, il recule. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça a été encore une fois cette erreur de la hausse de la CSG, j'y reviens. Puis parallèlement, un peu plus d'inflation avec la hausse des cours des matières premières, les taxes qui ont également augmenté ici ou là. Donc finalement, on n'est pas dans ces promesses, sans parler des problèmes effectivement qui sont européens. Donc le problème que nous avons sur le chômage, c'est qu'on réagit une fois qu'il est là. Alors qu'il faudrait réagir avant qu'il soit là, justement en générant cette croissance plus forte, ce qui malheureusement n'a pas été fait. C'est là où on reste sur notre faim. Alors c'est vrai qu'on nous dit non mais ça va venir. Bon, ça fait bientôt 2 ans. Mais la formation professionnelle, François-Xavier en parlait, ça a mis du temps à se mettre non, bien sûr. Mais encore une fois, exemple, ça c'est une fois que le mal est fait. Le problème c'est que il faut agir dans l'urgence. Je rappelle qu'aujourd'hui nous avons, si on regarde les chiffres Eurostat, les chiffres harmonisés, nous avons un taux de chômage en France au mois d'août de 9,3%. Donc dans la zone euro, on est à 8,1%, on est à 4% en Allemagne. Chiffre harmonisé Eurostat. Alors c'est vrai qu'en Espagne, on est un peu plus élevé, ou en Grèce aussi, mais pas forcément les bons exemples. Et surtout, ça ne baisse pas, ou ça baisse très peu. Donc c'est ça la vraie difficulté, c'est qu'il y a des mesures d'urgence à prendre pour restaurer la croissance et la confiance qui malheureusement n'ont pas été prises. Et ensuite, les mesures de longue haleine, effectivement, ça portera ses fruits, mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Quand on réécoute cette séquence, Emmanuel Macron s'est trompé dans son diagnostic, ou bien il ne peut pas mettre en place les mesures qu'il avait préconisées?
s'est pas trompé dans son diagnostic. D'ailleurs, sa dernière sortie sur le chômage, je pense que pour lui, c'est pas un problème, puisqu'il explique qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Je voulais vous faire écouter la séquence. Mais, non, mais quand on dit ça, si vous voulez, au-delà de l'aspect ubuesque, mais quand on dit ça, on envoie le message, finalement, il est où le problème du chômage? Parce que s'il suffisait vraiment de traverser la rue, mais il n'y a pas de problème, le boulot, il n'y a qu'à se baisser pour en avoir. Tout le monde sait que c'est faux, mais quand un président de la République dit ça, après, sur son diagnostic, il fait le même diagnostic qui est fait depuis 35 ans. Et vous savez, fondamentalement, il poursuit exactement la politique de son prédécesseur. En même temps, il l'a mis en œuvre pour partie. C'est exactement la même chose. On peut remplacer le CICE par un autre sigle. Mais le CICE, en année pleine, on est de mémoire à près de 40 milliards d'euros. Est-ce qu'on imagine les sommes colossales que c'est? Un jour, j'avais dit... C'est évidemment de l'arithmétique caricaturale, mais 40 milliards, c'est 2 millions d'emplois au SMIC temps plein. Est-ce qu'on imagine, je répète, c'est de l'arithmétique caricaturale, mais si l'État avait dit on va créer 2 millions de contrats aidés au SMIC temps plein, ça coûtait le même prix. Sauf que, au lieu d'avoir restauré de la marge d'entreprise, dont acte, au lieu d'avoir fait un peu d'investissement, c'est mieux, et au lieu d'avoir un peu donné aux salariés qui étaient déjà... Je n'ai pas de problème avec ça. On aurait finalement remis 2 millions de personnes. Je sais bien que c'est jamais si simple, mais moi je suis peut-être éminent, mais pas économiste, donc je peux me permettre ces caricatures. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, c'est aussi des choix où on met l'argent. La formation n'a jamais créé d'emploi, à part l'emploi des formateurs. On va avoir les chômeurs les mieux formés du monde, mais s'il n'y a pas de boulot, vous pouvez former tous les gens. La formation ne crée pas d'emploi. Et quand on dit on va former 1 million de chômeurs, qu'est-ce qu'on envoie comme message? Ah bah donc 1 million de chômeurs ça va faire 1 million d'emplois à la fin puisqu'on va les former. Et évidemment que c'est faux. Et en plus, quand on connaît des chômeurs, on leur fait faire 3 fois la même formation en 2 ans. Donc en plus, on leur envoie le message, la formation c'est pour vous occuper, ça sert à rien. Donc on dévalorise en plus auprès des chômeurs la formation. Donc on marche effectivement complètement sur la tête. Mais il y a quand même 120, 140 000, 150 000 jeunes qui, tous les ans, et alors là, depuis des dizaines d'années, sortent du système éducatif sans diplôme. Il faut bien les former. Et ça, on a l'impression c'est comme le sparadrap sur le doigt du capitaine Haddock. Ouais. Cela dit, ce qui a été mis en place sur la formation, il faut que ça rentre en fonctionnement, ce qui est quand même pas encore le cas. Ce sont des procédures assez longues. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en réalité, en ce moment, les chiffres de la cause qui sont sortis hier sont extrêmement intéressants. C'est la sécurité sociale, la cause. Et vous savez que chaque fois que vous embauchez quelqu'un, vous devez le déclarer à la sécurité sociale. Les chiffres sont spectaculaires. Au 3e trimestre, il y a eu 6,5 millions de salariés embauchés, dont 7 sur 10 sur des contrats courts, de moins d'un mois. Mais en même temps, on voit qu'à côté, il y a une forte hausse des CDI. On est à plus 2,6%. Sur l'année, on est à plus 10% sur les CDI. C'est le signe, si vous voulez, que les entreprises commencent à rencontrer des problèmes à l'emploi et proposent des CDI parce que c'est plus facile et plus, ça se passe mieux quand on propose un CDI pour embaucher quelqu'un que de lui proposer un CDD. Donc on voit bien qu'il y a quand même du côté des entreprises, quand vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de boulot, c'est pas tout à fait vrai. Il y a du boulot, il y a des secteurs qui sont évidemment à la traîne, mais il y a quand même du boulot en France. Le problème, c'est l'adéquation entre les personnes qui chômeurs. Non mais je prends que la catégorie A des inscrits à Pôle emploi, on est loin de l'ensemble des gens qui sont en fait en recherche d'un emploi stable. Oui, mais regardez par exemple les cadres, l'emploi des cadres aujourd'hui, vous êtes pratiquement à... C'est le plein emploi, c'est 4%. C'est le plein emploi, vous êtes pratiquement au plein emploi. Donc on sait très bien qu'il y a quand même... C'est vrai il faut reconnaître qu'on a aussi des secteurs où il y a des pénuries de main-d'œuvre, c'est-à-dire où il y a effectivement de l'activité potentielle, mais qu'on ne retrouve pas forcément à cause justement du manque d'adéquation entre ce qu'offrent pas forcément les formations, mais simplement les formations universitaires ou les écoles, etc. Et puis ce qu'on veut derrière. Bref, c'est vrai qu'il y a un problème structurel, mais qui est là depuis des années. Mais il est vrai que quand on fait des formations juste pour sortir des statistiques du chômage, c'est ce qu'on fait depuis au moins 10 ans, au moins 15 ans, c'est pas effectivement une vraie solution. Donc, bien sûr, sur les cadres, ça va mieux. Tant mieux, mais il faut être honnête, malheureusement, ça ne suffit pas. Juste un mot sur cette séquence qu'on vient de revoir à Nevers. C'est assez intéressant de réécouter, je trouve, Emmanuel Macron 1 an et demi après. On est en 2017. Son discours, si je me souviens bien, était plutôt sur la sécurité et la réforme de la santé à cette époque-là. Mais on peut au moins lui gratifier d'avoir une même ligne quand il dit que le travail paye plus. C'est aussi la formule qu'il a ressortie récemment. Donc en fait, il y a une application déjà entre les mots de la campagne et les mots aujourd'hui d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et puis ce qui est intéressant, c'est que là, il le fait. À Nevers, on est sur des terres de Mitterrand, on est sur les terres de Bérégovoy. On parle à la gauche et ça rejoint le sujet qu'on avait juste avant sur la flexi-sécurité, où certes, on a vu le côté flexi qui était bien présent, mais la sécurité qui devait justement s'adresser à la gauche pour essayer de donner des gages et pour essayer de rassurer dans ce monde du travail, eh bien, on les attend toujours. Et on est 1 an et demi après, finalement, on peut se dire qu'est-ce qui a vraiment été fait. On a un problème de financement aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que sur la sécurité, moi je veux bien effectivement la rémunération, on peut démissionner, on aura le chômage quand même.
il y a un problème de financement Ouais. qui est là derrière et que malheureusement on n'a pas résolu, puisque, ça commence- comme on sait, on a peut déjà 57% de dépenses publiques par rapport au On peut PIB. être cohérent dans l'erreur, on restera dans l'erreur. Voilà. Je veux dire, n'essayons Aussi, pas il y a de la- celui qui persévère est diabolique. hein. Mais j'ai pas L'erreur jugé en est humaine, positif, mais on est seul que- celui qui mais on voit persévère qu'il y est a la même diabolique. Alors je ne Exactement. demande pas le président de la République d'être diabolique, mais en tout cas je crains que malheureusement le diable va le rattraper. Le drame, c'est qu'il faut une certaine crédibilité. C'est un peu comme en Italie, on dit on va augmenter les dépenses, mais réduire la dette. À un moment, il faut être crédible. Donc c'est ça aujourd'hui, et c'est là qu'il y a la vraie difficulté au niveau également européen. Le ratage du quinquennat de ce point de vue-là, c'est le pouvoir d'achat. C'est le sujet sur lequel c'est intéressant d'ailleurs d'entendre là ce que disait le président. Prononcé, oui. Il l'a prononcé, c'est le pouvoir d'achat. Or, entre la hausse de la CSG, la suppression des cotisations, mais qui est intervenue en 2 fois, la taxe d'habitation qui est abaissée, mais où on s'aperçoit que finalement elle n'est pas abaissée pour tout le monde, et puis quand elle est abaissée, elle ne l'est pas tout à fait. Et les taxes sur les carburants, la fiscalité verte, qui devient un sujet national. On voit bien que là, il y a un rendez-vous manqué en 2018 sur le pouvoir d'achat. Ce rendez-vous, il est à nouveau peut-être manqué sur 2019. Le gouvernement nous dit on va remettre 6 milliards d'euros dans la machine. Quand on regarde la réalité des chiffres, on est plutôt autour de 1 à 2 milliards d'euros en poussant bien les feux, si je puis dire. Donc il y a ce sujet-là, qui est un sujet qui, à mon avis, va peser très longtemps et très lourdement sur le quinquennat, parce que c'est un sujet majeur pour les Français. Il y a le prélèvement à la source, et n'oublions pas qu'il va un petit peu générer un certain cafouillage en début d'année. Il ne va pas améliorer non plus. Le décret sur la taille des caractères en bas du bulletin de salaire pour qu'on voit mieux le chiffre avant. Enfin, on en est quand même à prendre des décrets sur la taille de la police mais de vous caractère avez des surtout- bulletins de paye pour qu'on voit mieux le chiffre avant Tous impôt les qu'après Français qui impôt. ne payent pas d'impôts aujourd'hui, des contribuables, même s'ils ne sont que la moitié à payer des impôts. Enfin, des l'impôt sur le revenu, oui, l'impôt direct sur le revenu. Tout à fait. Mais donc, qui là vont en payer, même s'ils seront remboursés effectivement au mois de septembre. Donc, il y a beaucoup de Français qui ne payent pas du tout d'impôts, qui là vont en payer en début d'année. Donc, ça, en termes de pouvoir d'achat, ça va également faire mal. Bon, merci beaucoup pour ces paroles optimistes. On a peut-être un peu Ça va plombé un peu mieux l'ambiance, qu'en mais Italie. on va Voilà. continuer quand même. Merci beaucoup, en tout cas dans quelques instants. On fera le point sur l'actualité à 16h avant Pascal Perry et Périscope.